Quand il y a un bug dans une banque, on a besoin de 24 heures au maximum pour le résoudre. Alors, quel est donc le problème de l'ECAM? Il y a une mauvaise foi quelque part, et en raison de cette mauvaise foi, je pense que les partis politiques devraient créditer l'implication de l'ONU d'un préjugé favorable jusqu'à ce que sa mauvaise foi soit pleinement établie. Donc, première exigence, la communication du contenu de la convention. Parce que c'est une convention qui implique, d'une manière ou d'une autre, les acteurs politiques. C'est eux qui ont des préoccupations à résoudre. Deuxième préoccupation, que connaissant le contenu de la convention, que les partis politiques, désormais, puissent adresser leurs requêtes à ELECAM, mais en faisant tenir une copie à l'ONU, afin qu'elle soit interpellée par rapport aux missions qu'elle s'est chargée d'assumer dans le cadre de la Convention. Et en cas de résistance de l'ELECAM, on a un moyen de pression. Le président du Conseil électoral a produit un communiqué pour justifier cette convention qui vise, selon lui, à faciliter des élections crédibles et à peser entre 2025 et 2027. Dans ça, on met l'élection présidentielle, les élections législatives, municipales et régionales. Mais au-delà du contenu, hein, professeur Kim Chuang, au-delà du contenu de cette convention, il y a même d'abord la convention qui fait problème. Est-ce que ELECAM n'a pas la liberté d'accepter, de bénéficier d'un accompagnement ou bien d'une assistance d'une institution étrangère comme l'ONU? Bien, merci beaucoup pour votre question. Au regard du statut de ELECAM, sa mission étant de permettre l'organisation d'élections démocratiques dans notre pays, il ne me semble pas que le statut d'ELECAM lui interdise de pouvoir solliciter l'accompagnement, n'est-ce pas, de partenaires capables de l'aider à bien réussir sa mission. Et je comprends donc sur le principe, ELECAM peut bien bénéficier du concours divers, et l'ONU ne sera pas le premier partenaire d'ELECAM, parce que déjà dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, nous connaissons très bien l'implication des sociétés allemandes Gesicke et Veridos, même si leur rôle est toujours diversement apprécié. Donc, au regard de ce précédent-là, il n'est pas exclu, il n'est pas interdit que l'ELECAM puisse s'attacher les services de partenaires, internes comme externes, capables justement de l'accompagner dans l'accomplissement heureux de ses missions. Là où le problème se pose, et je comprends très bien les acteurs politiques qui sont présents sur ce panel, c'est que le processus même d'opération des Nations Unies est un peu mis en doute. Je dois vous dire en passant que j'ai une petite expérience des Nations Unies. La Charte des Nations Unies confère à cette organisation la mission d'assurer, de prévenir et d'assurer la paix à l'échelle mondiale. Mais dans le cadre de son processus d'opération, lorsqu'il y a une initiative qui est envisagée, mêlant notamment divers acteurs, ça veut dire qu'un problème est identifié. Mais pour que le problème soit pleinement identifié, on a besoin de l'implication des acteurs. Le processus de diagnostic, si on veut diagnostiquer un problème, mais vous ne pouvez pas parler d'élection en vous limitant uniquement à l'ELECAM. Parce que lorsqu'on observe bien le contexte camerounais, la plupart des griefs qui sont élevés par les acteurs politiques, c'est contre l'ELECAM. Donc, l'ONU ne peut donc pas nous dire qu'elle a agi dans une optique d'efficacité en excluant ceux qui sont capables de lui permettre d'appréhender les axes sur lesquels l'ONU va intervenir. Et donc, dans les processus opérationnels de l'ONU, généralement, avant d'arriver à la signature de la Convention, il est important d'opérer un diagnostic. Et ce diagnostic est généralement participatif. Donc, on organise les consultations, soit individuelles, ou alors, lorsqu'on ne peut pas le faire, on organise des focus groups. C'est-à-dire que... focus group, je sais plus quelle est la traduction en anglais. On peut organiser des ateliers où on invite les acteurs politiques en petits groupes. Si on ne peut pas les consulter individuellement, cela permet de recueillir les préoccupations, les griefs qu'ils présentent par rapport au système électoral, afin de permettre à l'ONU de savoir quels sont les axes qu'elle doit adresser dans le cadre de son partenariat. Ce qui semble n'avoir pas été le cas. Donc c'est ça le problème. Et donc ce processus-là, n'ayant pas été mis en œuvre, mais le minimum actuel que l'ONU devrait faire, c'est de mettre au moins à la disposition de ces acteurs politiques
la convention qui a été signée. Mais qui doit mettre à la disposition justement des acteurs politiques la convention? C'est l'ONU ou c'est Elections Cameroun? Les deux. Parce qu'en fait, la convention, il faut le dire en passant, la convention ne pouvait pas être signée entre l'ONU et les partis politiques. Parce que le partenaire de l'ONU dans ce processus-là, c'est l'État du Cameroun, représenté par les CAM. Donc, même si les partis ont été exclus en amont, dans le cadre de l'élaboration du diagnostic, au moins les partis ont intérêt à connaître le contenu. Parce que l'ONU s'impliquant dans le processus électoral, mais doit être l'un des débiteurs des prestations qui sont attendues de l'ECAM. Parce que l'ONU s'engage auprès de l'ECAM pour l'aider à mieux accomplir sa mission. Personnellement, a priori, je ne vois pas l'implication de l'ONU d'un mauvais œil. Pour moi, je veux créditer l'ONU d'un préjugé favorable. Parce que jusqu'ici, nous avons observé un gouvernement autiste, un ELECAM, une ELECAM complètement désinvolte, qui n'accorde aucune considération aux protestations des partis politiques. Donc pour moi, au regard des missions de l'ONU et de son implication dans le processus électoral, je considère que l'ONU offre ici un autre levier par lequel les partis politiques pourraient mieux se faire entendre. Mais en attendant, il faut déjà que les partis aient connaissance des préoccupations qu'ils peuvent soumettre à l'ONU. Et cela passe par la découverte du contenu de la Convention. Donc, faute de ce contenu, on met les partis politiques dans une impasse. Puisque quelles sont les prestations que les partis politiques sont susceptibles pour lesquelles les partis politiques peuvent solliciter l'implication de l'ONU? On ne le sait pas. Actuellement, il se pose un problème, par exemple, de l'application de la liste électorale nationale. Alors, déjà, les partenaires allemands n'ont pas permis de lever cette préoccupation. Et pourtant, nous savons qu'au plan technique, l'élaboration de cette liste, c'est la responsabilité des partenaires allemands. Puis c'est eux qui tiennent les kits. C'est eux qui tiennent l'ingénierie informatique. Et à partir du moment où on a des listes communales déjà disponibles, l'opération de fusion qui permet de dégager la liste électorale, c'est une simple opération d'un clic. Et puis on ne peut pas comprendre que l'ECAM puisse se prévaloir d'un bug, mais qui dure éternellement. Justement, l'ECAM, depuis un certain moment, se plaint de beaucoup de dysfonctionnements entre les appareils qui ne sont pas suffisants pour enrôler les Camerounais dans certaines localités, entre ceux qui existent, qui bug effectivement. Est-ce qu'on pourrait pas créer un lien peut-être entre ces dysfonctionnements techniques et cette assistance technique électorale qui est annoncée à travers cette convention de 3 milliards de francs CFA qui va s'étendre sur 3 ans? En tout cas, je peux comprendre que au plan des bureaux de l'ECAM, les machines étant d'une génération très passée, qu'il y a un bug local. Mais la préoccupation le problème que je pose maintenant, c'est par rapport à la liste nationale, la liste électorale nationale. Alors, en quoi est-ce que les bugs de l'ECAM sont-ils plus sérieux que les bugs que les établissements financiers peuvent subir? Oui. Facebook, qui est une machine à l'échelle mondiale, lorsque Facebook subit un bug, on n'a pas besoin de 24 heures pour le résoudre. Ouais. Alors, vous pensez donc que le bug de l'ECAM soit plus sérieux que les bugs que les banques qui gèrent nos revenus? Quand il y a un bug dans une banque, on a besoin de 24 heures au maximum pour le résoudre. Alors, quel est donc le problème de l'ECAM? Il y a une mauvaise foi quelque part, et en raison de cette mauvaise foi, je pense que les partis politiques devraient créditer l'implication de l'ONU d'un préjugé favorable jusqu'à ce que sa mauvaise foi soit pleinement établie. Donc, première exigence, la communication du contenu de la convention. Parce que c'est une convention qui implique, d'une manière ou d'une autre, les acteurs politiques. C'est eux qui ont des préoccupations à résoudre. Deuxième préoccupation, que connaissant le contenu de la convention, que les partis politiques, désormais, puissent adresser leurs requêtes à l'ECAM, mais en faisant tenir une copie à l'ONU, afin qu'elle soit interpellée par rapport aux missions qu'elle s'est chargée d'assumer dans le cadre de la Convention. Et en cas de résistance de l'ECAM, on a un moyen de pression. Et l'ONU, je ne pense pas que l'ONU acceptera de perdre sa crédibilité au Cameroun en se montrant complice, n'est-ce pas, d'un système de non-transparence, puisque ce qui a été publié dans le communiqué du président du conseil électoral de l'ECAM, c'est bien que l'ONU s'engage à nous aider à organiser des élections transparentes et crédibles. Ouais. Or, le premier indicateur de cette crédibilité, c'est déjà la publication de la liste électorale nationale. Et donc, je conseillerais aux partis politiques de réitérer leur demande actuellement. C'est-à-dire
Les demandes qui avaient été présentées avant Elekam, on peut considérer que Elekam, dans son orgueil, dans son mépris habituel, les a ignorées. Mais maintenant que l'ONU nous dit qu'elle est impliquée, qu'elle réitère que ces partis réitèrent leur demande en faisant tenir une copie officielle à l'ONU et puis d'attendre un peu. Si l'ONU, après un délai raisonnable, ne peut pas donner une solution satisfaisante, montrant par là le rôle positif qu'elle joue dans l'amélioration du processus électoral camerounais, alors elle donnera l'occasion d'élever d'un cran les suspicions qui sont actuellement déjà soulevées par les partis politiques. Et vous faites bien, professeur Timtian, de revenir sur le contexte de cette signature de convention. On lance appui, on signe une convention au moment où le mouvement pour la renaissance du Cameroun et certains partis de l'opposition réclament la liste électorale nationale de 2024. Et au moment où on fait le reproche à Elections Cameroun de ne pas être cet organe qui assure effectivement des élections transparentes dans notre pays. Et l'ECAM donc vient aujourd'hui bénéficier du soutien ou de l'accompagnement de l'ONU. Est-ce que c'est une manière implicite de dire qu'en réalité on n'a pas été capable d'assurer effectivement ces élections libres, transparentes, promises depuis des années? Oui, ça c'est la première observation qu'il faut faire. Non seulement on n'a pas été capable, mais d'après les observations aujourd'hui, on constate très bien que le Cameroun, dans le fond, a même renoncé à sa souveraineté. Parce que si Elekam aujourd'hui nous fait savoir que, avec le travail de terrain qui est fait, finalement, ce sont des firmes allemandes qui tiennent la partie technique, c'est-à-dire le cœur même du fichier électoral. Ça nous pose un problème sérieux. C'est vrai qu'on connaît déjà ce problème au niveau de l'identification même, les cartes nationales d'identité qui sont, sous-traités à l'extérieur, les passeports et autres. Mais là, si même à Elekam, on n'est pas en mesure de pouvoir générer à la fin des données qui permettent d'avoir un fichier électoral par nous-mêmes, mais que nos machines sont encore opérationnalisées par des firmes allemandes, là ça pose un problème de souveraineté, de fond. Jusqu'à quand? À quel moment est-ce que finalement on pourrait dire que, ok, nous sommes maîtres de nos systèmes et nous contrôlons de bout en bout tout ce qui est de notre souveraineté? Quand ça se passe comme ça veut dire que les Allemands, pour peu qu'ils soient de mauvaise foi, puissent trafiquer les données, même les résultats des élections, comme ils veulent. Pourquoi ce n'est pas nous qui les avons? Et quand ce serait que c'est eux qui manipulent les choses, ça veut dire que toutes les commissions qu'on peut créer localement pour que Elekam fonctionne normalement ne servent plus finalement à rien. Parce qu'ils doivent attendre les procès-verbaux et autres données qui sont sorties de ces machines qu'on vient de les donner. C'est le fait là. Il y a d'abord un premier constat à faire, c'est à ce niveau-là, qu'on a renoncé à notre souveraineté. Mais il y a également un autre fait qu'il faut relever de prime abord. L'ONU, dont la mission première est de garantir la paix, en anticipant sur tous les facteurs conflictuels et en s'assurant que là où il y a déjà les conflits, qu'ils trouvent des raisons d'apaisement, cette ONU-là elle-même vient créer une situation conflictuelle en entretenant le flou sur un minimum. Pourtant, toutes les organisations rattachées à l'ONU, FMI, Banque mondiale et tout cela, quand ils viennent ici en mission, font des missions de contrôle et tout, le lendemain, quand ils sont partis, il y a déjà le rapport de cette mission sur les sites internet. Je veux dire que le système des Nations Unies est l'un des systèmes qui communique le plus facilement avec beaucoup d'aisance. La moindre des choses aurait été que, une fois la convention signée avec Elekam, que le lendemain, ou trop tard, qu'on trouve ça, cette convention, sur le site internet de l'ONU. Pourquoi est-ce que ça ne s'y trouve pas? Pourquoi est-ce que l'ONU s'obstine à ne pas communiquer alors que généralement les communications c'est quelque chose de facile justement pour garantir leur propre transparence? Vous ne pouvez pas venir signer une convention qu'on nous présente par après parce que le directeur Elekam nous présente la convention comme étant une possibilité ou bien les moyens par lesquels on va pouvoir obtenir des élections transparentes. Mais justement la transparence commence par
la mise à disposition de tout le monde du document initial. Elecam ne peut pas penser qu'il veut apporter de la transparence en faisant de l'omerta sur le flou sur le document qu'il est venu signer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et c'est d'autant plus inquiétant que si la partie technique de la gestion des élections est déjà contrôlée par des étrangers, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Et quand on nous dit que l'ONU vient aujourd'hui apporter une assistance technique, vous comprenez très bien qu'il ne s'agit pas de venir, comment dire, observer, ils ne sont pas des observateurs. Ça veut dire qu'ils apportent une assistance technique. À quel moment exactement? Nous sommes à maximum 3 semaines de la convocation du corps électoral. Ça veut dire que les inscriptions vont s'arrêter. Or, les inscriptions électorales, justement, c'est la phase où Elecam a le plus peiné ici dehors. N'arrivez même pas à donner les récépissés après inscription, soi-disant que les machines ne fonctionnent pas très bien. C'est à ce moment-là, justement, qu'on aurait souhaité avoir cet appui technique. Il s'agit d'apporter une technicité que nous n'avons pas jusqu'ici, que Elecam n'a pas, qui lui a pas permis par le passé d'organiser des élections crédibles, comme ils le disent même. Ou d'enrôler le maximum de personnes. Maintenant qu'on vient, peut-être que on dit là-dedans qu'il y a aussi en perspective les élections locales de 2026 et tout. Mais le plus important maintenant, c'est non seulement ce flou entretenu autour de documents, mais aussi le timing qui pose un problème. Pourquoi est-ce que c'est justement à l'approche de l'élection présidentielle qu'ils arrivent pour faire cela? Il y a eu en 2020 l'élection locale. À ce moment-là, on a juste entendu le bureau Afrique centrale de l'ONU qui est venu au Cameroun discuter et puis dit qu'il souhaite que les élections se passent dans la paix, la tranquillité, qu'il n'y ait pas de problème. Aucune assistance. Maintenant, on nous apporte une assistance dont on ne peut pas connaître le contenu, en excluant les partis politiques, parce qu'ils ont raison de revendiquer ce qu'il y a là-dedans. Il faut savoir pourquoi est-ce que... et quand on parle de partis politiques, il ne s'agit pas seulement des partis politiques de l'opposition. Le RDPC, même au parti au pouvoir, est supposé être en train de s'inquiéter de ce qui est mis là-dedans. Tous les partis. Moi, ce qu'elle soit complice de ce qui se passe. Mais tous les partis politiques devraient normalement se lever pour dire qu'est-ce que Elecam est en train de concocter avec un partenaire étranger pour l'organisation de nos élections à nous. Il ne s'occupe que de la partie, je vais dire, organisationnelle de la chose. Mais les vrais bénéficiaires, les vrais parties prenantes de ce processus-là, ce sont les partis politiques et dans le cas d'espèce, les candidats qui vont se porter, qui vont compétir. Donc il y a vraiment un sérieux problème là-dedans. Espérons que l'ONU ne va pas perpétuer cette situation parce que j'ai dit l'ONU a pour mission de garantir la paix en prévenant toute situation conflictuelle. C'est pas elle qui peut venir créer une situation conflictuelle en entretenant le flou et en faisant la sourde oreille même après réclamation. Parce qu'en temps normal, si par je sais pas quoi, par inadvertance, elle s'était laissée tromper ou flouiller et avait omis entre guillemets de publier le document, une fois que le devoir se lève déjà pour revendiquer, il va immédiatement les mettre à disposition en disant que non, tout mais là, 2 semaines sont passées, on parle d'une convention qui a été signée le 9. Oui. C'est depuis le 9. Et nous sommes le 28, ça fait 20 jours presque qui sont déjà passés et personne ne dit rien. Bon, pour Elecam, on peut comprendre que l'organe est dans sa logique de créer de la suspicion à tout bout de champ. Est-ce qu'on a même besoin de l'assistance technique de l'ONU pour publier une liste qu'on réclame depuis le 31 décembre, qui est statutaire? C'est même pas que c'est une faveur qu'on lui demande. C'est la loi qui le dit. Vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous ne vous expliquez. Le problème, c'est que Elecam ne s'explique même pas sur le sujet. Peut-être il faut mobiliser les équipes, il faut mettre à jour les machines, ainsi de suite. Et bien, notons que des responsables, justement, tous les arguments qu'ils avancent. Et la publication de la liste électorale nationale reste attendue. En tout cas, ici sur le plateau, on a évoqué le risque que, professeur Kim Chuan, que le risque que les événements de Côte d'Ivoire de 2010 ne se produisent au Cameroun, parce que évidemment, en Côte d'Ivoire, cette année-là, il y a eu une crise post-électorale qui a entraîné des milliers de morts et de blessés. Quand on regarde vraiment
parce que là-bas aussi, l'organe en charge des élections a bénéficié de l'accompagnement ou de l'assistance, si on peut l'appeler ainsi, de l'ONU. Quand on regarde les deux contextes, camerounais et ivoirien, est-ce qu'il y a des similitudes, des points qui pourraient peut-être plus ou moins montrer qu'on se rapproche de là ou pas? Je serais un peu plus réservé quant à cette affirmation-là, sur l'assimilation de la situation ivoirienne avec celle du Cameroun. Il faut bien comprendre qu'en Côte d'Ivoire, la crise a précédé l'implication de l'ONUCI. C'est-à-dire que il y avait déjà une crise qui était née et qui avait suscité l'implication de l'ONU. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Alors, donc, ça veut dire que le cas de la convention camerounaise c'est une situation qui est préparée. Et de mon entendement, j'estime que le projet de cette convention est né à la sortie des élections, notamment de 2018. Et c'est pourquoi vous avez posé la question du timing. On ne comprend pas que de 2018, que l'ONU ait attendu si longtemps pour ne venir qu'à la veille de l'élection de 2025. Même si c'était un programme triennal, l'ONU aurait pu être un peu plus efficace en intervenant un peu plus tôt, peut-être depuis l'année 2023 ou 2024, pour accompagner en 2024, 2025 et sortir en 2026 où l'essentiel des élections seront faites. Parce que l'élection qui cristallise le plus de tension, c'est bien l'élection présidentielle. Et c'est au lendemain de l'élection présidentielle que les griefs ont été élevés, aussi bien par l'ECAM que par les partis politiques. Donc on comprend, la question du timing interroge. La question de ce timing-là interroge. Mais, est-ce qu'on peut dire que, n'est-ce pas, pour répondre aux panélistes du PURS, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun devrait couper tout partenariat avec l'ONU? Je serais un peu plus réservé. Parce que le Cameroun, en tant qu'État souverain, est membre de l'ONU. Et en tant que membre de l'ONU, c'est valable pour l'ONU comme pour toutes les organisations internationales, c'est le Cameroun qui exprime les besoins. Et donc l'ONU, en tant qu'organisation interétatique, chargée de l'accompagnement des États par rapport à l'atteinte d'un certain objectif, dont notamment la préservation de la paix, peut très bien collaborer avec le Cameroun sans qu'on ne parle de crise de souveraineté. Parce que pour adhérer à l'ONU, c'est le fruit d'un engagement, d'une adhésion de chaque État. Donc, l'expression de la souveraineté se situe plus en amont. Mais une fois que vous avez adhéré à une organisation, cela veut dire que vous avez accepté de céder une partie de votre souveraineté. C'est valable pour l'ONU, c'est valable pour l'Union africaine, ce serait valable pour la CEMAC, ce serait valable pour toutes les organisations dont le Cameroun est parti. Donc, sur le principe, le fait que l'ONU soit présente au Cameroun ne me gêne pas, puisque le Cameroun a librement adhéré à l'Organisation des Nations Unies, et cette adhésion implique la possibilité pour l'ONU d'engager un certain nombre de conventions avec le Cameroun. Là où le problème se pose, c'est justement que l'ONU, qui est chargée notamment de prévenir ou bien d'assurer le retour à la paix, devienne elle-même le vecteur de l'insécurité. Parce que l'ONU, la manière dont l'ONU s'imbrique dans notre processus électoral, questionne. Je vous ai parlé, si l'ONU vient résoudre un problème, ça veut dire que le problème doit d'abord être identifié. Et c'est pourquoi j'ai dit, en amont, la consultation des acteurs politiques était incontournable. Vous voulez résoudre quel problème? Mais pour résoudre un problème, il faut d'abord l'identifier. Il faut comprendre les besoins qu'il faut adresser. Or, qui vous présente ces besoins? Ce n'est pas l'ECAM seul. Puisque les griefs des partis politiques, qui sont les principaux acteurs du jeu électoral, sont orientés contre l'ECAM. Donc, la consultation des partis était un préalable incontournable. Bon, maintenant que la convention est déjà signée, on doit avancer. L'ONU doit se montrer un tout petit peu réceptive, mieux que l'État, en mettant la convention à la disposition des acteurs politiques qui en font la demande. Si elle ne peut pas publier à l'attention de tous les Camerounais, mais qu'elle mette au moins cette convention à la disposition des partis politiques pour leur permettre justement de savoir le cahier de charge de l'ONU et identifier les prestations que les partis sont capables d'exiger de l'ONU. Bon, pour l'instant, nous sommes dans un block-out complet. Et le flou que l'ONU entretient pourrait donc faire d'elle la première source d'insécurité au Cameroun. Et si sa mission, c'est de préserver la paix, elle doit jouer le jeu de la paix. Et le jeu de la paix commence déjà par la publication de la convention. C'est un préalable.
Donc, je dis, violation de la souveraineté, je suis réservé, parce que le Cameroun a librement adhéré, mais il faut que l'ONU joue franc jeu. J'insiste pour dire que il est important que les partis politiques puissent mettre l'ONU dos au mur, la mettre à l'épreuve. Déjà, je dis, il faut que les partis politiques fassent une demande expresse. Je ne sais pas si les dénonciations que nous lisons dans les réseaux sociaux ont été précédées par des correspondances formelles, adressées ou non à l'ONU. Alors, il y a des représentants du MRC du PURS ici qui peuvent nous dire, mais je souhaiterais que cela soit fait ainsi. Parce qu'on ne fait pas une demande à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut déjà que les partis politiques s'assurent qu'ils ont présenté une demande formelle de communication de la Convention. Peut-être avec des charges. En ce moment-là, lorsque les partis dénonceront la résistance de l'ONU à jouer la transparence, ils pourront notamment produire la décharge. Parce que je dis l'ONU, à partir du communiqué de monsieur, du président du Conseil électoral d'élection Cameroun, nous avons vu un certain nombre d'engagements. L'ONU s'est engagée dedans. L'ONU devient donc débitrice d'un certain nombre de prestations qui incombent à Elecam, puisqu'elle se charge de lui apporter une assistance technique. Vous avez interrogé tout à l'heure quel est le contenu de cette assistance technique. Mais elle peut être plurielle. Nous avons vu qu'Elecam a acquis des nouveaux kits. Oui. Est-ce que c'est le fruit de cette convention? Nous ne pouvons pas savoir. Parce que lorsqu'on parle d'assistance technique, il peut s'agir de renforcement des capacités des ressources humaines, il peut s'agir d'améliorer le potentiel logistique opérationnel d'Elecam avec les kits, avec les ordinateurs et tout ce que... Il peut s'agir peut-être d'apporter un accompagnement en termes de management même des élections, le jour du vote. Mais je dis, pour que l'ONU préserve, ait une crédibilité auprès des acteurs politiques camerounais, le préalable, c'est de leur communiquer au moins le contenu de la convention, puisqu'on ne peut plus la signer, puisqu'on ne va plus la négocier. Oui. Étant déjà signé, il faut au moins communiquer. Vous ne pouvez pas faire quelque chose dans l'optique de résoudre des problèmes qui émanent notamment des personnes et ne pas leur permettre de savoir ce que ces personnes-là sont capables d'attendre de vous. Il faut communiquer cette convention-là pour permettre aux partis de savoir ce qu'ils peuvent, quel est le niveau, n'est-ce pas, quel est le niveau de redevance qu'ils peuvent exiger de vous. Et puis, ça permettrait donc ainsi aux partis de mobiliser la responsabilité de l'ONU. Moi, je dis, l'implication de l'ONU a priori ne me gêne pas. Je dis, ça ne vient pas de notre souveraineté, ça donne aux acteurs politiques un deuxième interlocuteur. Parce que jusqu'ici, les partis ont essuyé un mépris, une arrogance de la part d'Elecam. Et donc, à partir de là, je dis, l'implication de l'ONU devient quelque chose de positif. Mais il faut que l'ONU joue franc jeu en communiquant la convention qui permettrait donc qu'elle puisse vraiment accomplir, qu'elle puisse réaliser ce préjugé favorable dont elle bénéficie en permettant ainsi aux partis de pouvoir enfin s'adresser à elle, puisque Elecam a toujours montré qu'elle était autiste. Donc il faut que l'ONU permette aux partis de s'adresser à elle. Mais ils vont s'adresser à elle sur quelle base? Tant qu'ils n'ont pas la copie de la convention. C'est la nébuleuse qui a entretenu. Il y a votre question de tout à l'heure. Est-ce que les partis qui ont dénoncé cette convention ont directement saisi l'ONU ou alors se sont arrêtés aux réseaux sociaux ou à Elections Cameroun, au MRC? On a saisi au PURS? On peut dire Claude que moi je crois que les partis politiques n'ont pas formellement à aller demander cela à l'ONU. Sinon ce serait, comment dire, légitimer ce qui est en réalité de l'imposture. On ne peut pas être dans une situation où, de manière permanente, vous devez réclamer ce qui vous revient de droit. Mais puisque ce qui vous revient de droit ne vous est pas revenu. Justement, la clameur populaire, même dans ce contexte, il devrait faire réfléchir ceux qui sont là derrière, de comprendre que est-ce qu'on n'a pas brûlé une étape dans cette affaire-ci? Est-ce qu'on n'a pas négligé quelque chose? Bon, maintenant, s'il faut recommander, ça peut être une possibilité. Mais là, on serait justement dans l'asservissement même, ce qu'on refuse que ce ne soit fait. Est-ce que cela peut se faire en France, aux États-Unis ou autres? Il faut qu'on arrête à un moment donné d'infantiliser l'Africain, le Camerounais, de cette façon-là. Qu'est-ce que l'ONU a à venir signer une convention pour parler d'assistance technique? Et immédiatement,
on se rend compte que, ok, Elecam et son personnel sont en train de faire, vous savez quoi, de séminer des ateliers en lien avec cette convention. Mais il y a encore de l'entourloupe là derrière. Est-ce que l'ONU a apporté un kit de matériel pour lequel on est en train de former les agents de l'Elecam à l'utilisation, pour qu'on soit déjà en séminaire? Le professeur disait tantôt que Elecam a acquis un certain nombre de matériel. Est-ce que c'est cette convention? Non, ça ne peut pas être a posteriori. Je veux dire, on ne peut pas avoir le matériel, signer la convention après. Il y aurait un problème. Donc, une chose est sûre. Les titres ont été acquis avant. Avant la signature de la convention. Une chose est sûre. Donc, si c'est depuis le 9 que la convention a été signée, ça suppose qu'il va falloir un temps, si on est trop rapide, peut-être une semaine ou deux, pour que, comment dire, que ce soit l'argent ou bien le matériel qui est lié à la convention. Voit le fruit de la convention. Encore que là, je ne suis pas sûr que c'est de là, on évalue cela à 3 milliards de francs CFA. Je suis sûr que ce n'est pas de l'argent en espèces qu'on va venir donner à Elecam. Non du tout. On va sûrement apporter un ordinateur qui peut-être sur le marché coûte 200 francs. On vous dit que l'ordinateur là, il coûte 42 000 francs. Et ça rentre dans la convention. En passant, les 3 milliards de francs là, c'est une dette, c'est un don, c'est quoi? C'est une aumône. C'est la convention qui va et qui va rembourser. Pourquoi il est extrêmement important qu'on sache ce qu'il y a là-dedans. On peut être comme ça, quand on est venu, dire que bon, ok, vous signez ça, après on va... désormais, le palais de Kudila va être en location et on va payer chez nous, on va la compenser. C'est de la ça que on parle de la souveraineté qui est mise en danger là-dedans. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et quand on parle d'assistance technique, ça c'est tout le gros problème qui a existé encore dans l'affaire là. Parce qu'en même temps, il faut faire la différence entre la technique et la technicité. Les gars n'ont pas dit qu'ils vont apporter une assistance dans la technicité. La technicité, c'est quoi? C'est que l'assistance technique, c'est qu'on vous donne ce téléphone. On vous a donné un matériel, par exemple, si c'était pour un hôpital, un plateau technique des appareils et autres. Mais la technicité, c'est qu'on vient vous apprendre à pouvoir l'opérationnaliser. Est-ce que dans la convention, on va apporter un matériel et vous apprendre à l'utiliser, ou bien on va vous apporter un matériel, installer chez vous et se mettre à l'opérationnaliser soi-même? Il y a beaucoup de choses dedans qui se posent comme question. C'est la convention qui va nous permettre de résoudre. Mais, s'il vous plaît. Mais Roland, je crois que... Puisqu'actuellement, nous sommes dans une situation d'impasse. Permettez Puisque nous sommes dans une situation d'impasse. Oui. Vraiment, en matière contractuelle, les co-contractants, le contractant n'a d'obligation normale que vis-à-vis de son co-contractant. Et c'est pourquoi je dis, même si je comprends que l'ONU, étant présente au Cameroun, est censée suivre, n'est-ce pas, l'ambiance politique interne, il faut la confronter, n'est-ce pas, devant sa responsabilité. La saisine formelle de l'ONU, moi je ne trouve pas que ce soit un détail à négliger. Puisqu'on peut considérer que nous parlons là, et l'ONU dit, mais je n'ai jamais été saisi, je ne suis même pas au courant. Mais ça nous ramène donc à la question du doute. Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit, il est important que les partis politiques puissent saisir formellement l'ONU pour demander la communication de la copie. Parce que ce n'est que cette saisine officielle qui leur permettra d'opposer à l'ONU son refus. Tant que cela n'a pas été fait, mais l'ONU peut... Dans les rapports privés que nous avons, mais vous allez dire, bon, on avait écrit dans tel jour, il dit, je n'ai pas vu. Opposez-lui sa signature, opposez-lui son accusé de réception. Je crois que cela permettra d'établir déjà la mauvaise foi de l'ONU, éventuelle, si elle ne réagissait pas.